ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Éric Belli, je suis rédacteur en chef adjoint de La République des Pyrénées et je suis particulièrement ravi d'échanger avec vous et avec un homme passionnant, au parcours fascinant, j'ai nommé Patrice Franceschi. Je vous laisse vous installer. Prenez votre temps. Bonjour. Alors, Patrice Franceschi, quand on se penche sur votre vie, sur votre parcours, votre œuvre, vos œuvres, on ne sait pas trop par où commencer. Vous êtes aventurier, écrivain, cinéaste, marin, pilote, parachutiste. Vous avez multiplié les expéditions à travers le monde entier. Vous avez organisé de nombreuses missions humanitaires en zone de guerre. Vous êtes président d'honneur de la Société des explorateurs français, vous présidez la Société des écrivains de marine, vous avez réalisé le premier tour du monde en ULM au milieu des années 80, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, de récits de voyage, de recueils, de poésie. C'est pas moi qui ai demandé cette litanie. Hein. D'essais, de romans. Je peux vous dire un secret ? Avant la préparation, avec mon ami journaliste, là, il m'a demandé comment on prenait. J'ai dit c'est très simple. Vous dites écrivain aventurier, on arrête là, et après on pourra développer. Il m'a pas écouté. Hein. Mais je vous remercie quand même. J'ai oublié un truc. Vous avez eu le prix Goncourt de la nouvelle en 2015. Il est gentil, hein, il continue. Alors quel est le fil conducteur de tout ça ? Le fil conducteur de tout ça. Je dirais que j'ai eu une chance très jeune. À l'âge de, je crois, 12-13 ans, c'était encore un peu informe, mais je m'en souviens très bien. Cette chance, c'est de savoir exactement ce que je voulais faire, qui était d'écrire tous les livres possibles et imaginables. J'adorais les livres. J'avais des parents qui m'en mettaient beaucoup entre les mains, et de vivre toutes les aventures possibles et imaginables. Alors c'était impalpable, mais c'était déjà le côté écrivain aventurier. Et en fait, j'ai commencé à 18 ans. Les très longues études de philosophie que j'ai faites ensuite sont été beaucoup plus tard, dès l'âge de 18 ans, et j'ai dû faire une fugue, parce qu'évidemment, quand on me demandait, quand j'avais 15 ou 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, j'ai dit, moi, écrire, l'aventure, tout ça, on me dit, c'est pas un métier, par conséquent, tu feras autre chose. Et dans ce refus catégorique, familial, j'ai dû faire une fugue, qui m'a entraîné en Amérique du Sud, très loin, chaque fois qu'on me retrouvait. Et je suis rentré en France quand j'étais majeur. Et pour l'anecdote, c'était par hasard. Il y avait un type qui s'appelait Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu et qui avait rabaissé l'âge de la majorité à 18 ans. Et j'étais en Argentine. Je lisais un journal, Le Monde. Je me souviens à Rosario, à l'Alliance française. J'ai dit, putain, mais je suis majeur maintenant. Donc je peux rentrer. Je suis au Brésil. Je me suis embarqué sur un cargo brésilien, le Petropolis. À cet âge-là, on se souvient de tout. Et je suis rentré en France et la vie que je voulais a commencé. Et elle a continué jusqu'à aujourd'hui et elle continuera jusqu'à mon dernier souffle. Ce qui rassemble tout ça aussi, c'est l'envie et le désir profond, au-delà de la fécondité littéraire qu'il doit y avoir derrière, c'est de vivre en liberté, autant que faire se peut, et avec tous les engagements nécessaires. Et pourquoi l'écrivain et l'aventurier sont aussi liés, je dirais intrinsèquement liés ? Pour moi, c'est consubstantiel. Pour moi, il n'y a pas de... On ne peut pas les séparer. De la même manière que dans nos sociétés, on a séparé les hommes d'action et les hommes de réflexion. Tout le monde le constate. Il y a les gens qui pensent et ils sont maigrichons, et il y a ceux qui... Ah oui. Puis il y a les sportifs qui ont un tas de trucs et ils ont 4 neurones dans le cerveau. C'est à peu près comme ça. Je caricature, évidemment.
je force le trait, mais c'est pour me faire comprendre. Alors qu'en réalité, toute la philosophie antique nous a enseigné que l'homme complet, c'est celui qui agit et qui pense. Tous les grands philosophes de l'Antiquité, qui étaient des penseurs, étaient aussi ou des soldats ou des politiques. Xénophon, disciple de Socrate, grand général, etc. Bon. Et la vie est intéressante si on essaie de relier, de reconstituer l'homme complet. Sans arrêt agir, mais en réfléchissant, et chaque réflexion sur l'action nous mène à une autre action, à une autre pensée, dans un cercle vertueux. Passer son temps à ça, c'est proprement réjouissant. Alors je voulais préciser d'emblée, parce que c'est un souhait de Patrice Franceschi, justement quand on a discuté juste avant cet entretien, on souhaite échanger avec vous non seulement à la fin, mais tout au long de cette conférence. Donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser une question au moment où un thème particulier est abordé, allez-y, il n'y a pas de problème. Les micros sont à portée de... Ou simplement vous levez la main, parce que je trouve que, et c'est l'aventure aussi, être très interactif, c'est mieux que, vous savez, on n'est pas à la Sorbonne, hein, dans le grand amphithéâtre de philo, à faire un cours ex cathedra et question à la fin. Enfin, on peut faire différemment au fur et à mesure, c'est plus vivant. C'est ce que j'ai proposé, ce que monsieur a accepté. Alors, est-ce que l'aventure est à portée de tout le monde ? Elle est à portée. Il n'y a rien de plus démocratique que l'aventure et les valeurs que ça porte. Il faut avoir des moyens quand même. Pas du tout. Quand moi je suis parti à 18 ans, vous croyez que j'avais des moyens ? J'avais même exactement 0 quand je me suis enfui de chez moi. Mais rien du tout. Absolument rien. Et ça ne m'a pas effrayé. Au contraire, ça m'a galvanisé. C'était soudain, quand je suis sorti, voilà, il fallait que je m'enfuie. J'avais un peu d'argent dans la poche, allez, mettons quelques centaines d'euros. Je me souviens plus les petites économies qu'un gamin de 17-18 ans peut avoir. Et non seulement ça m'a pas effrayé, mais ça m'a galvanisé. C'est-à-dire que ça a été de dire maintenant, voilà, tu as décidé ce que tu voulais, tu as pris le risque, tu as tout jeté dans la balance, à toi de montrer ce dont tu es capable. Et puis d'ailleurs, à cet âge-là, à 18 ans, franchement, on n'a pas besoin de dormir à l'hôtel, de manger, d'engraisser, etc. On est capable de tout supporter. Et là, ça va devenir vraiment intéressant. Aujourd'hui, dans notre époque du tourisme de masse, qui coûte cher, allez vous payer une croisière dans le Grand Nord, etc. C'est totalement inintéressant, c'est anti-écolo, tout ce que vous voulez, mais c'est en train de dévorer le vrai voyage, celui que chacun de nous peut entreprendre. Heureusement, il y en a encore. Ouais. Vous prenez une carte, il y a un pays qui vous intéresse, une population qui vous plaît, vous construisez par vous-même votre voyage, vous allez en être totalement responsable, et puis vous partez. Vous n'avez pas besoin de grandes choses, il ne faut pas trop trimballer de choses avec soi. Le vrai voyage est très austère, et vous pouvez partir à pied, tout seul, ou avec des amis, avec votre bagnole, si vous voulez. Tout ça ne coûte pas très cher en réalité. Et puis ça coûte un petit peu plus que ce que vous êtes capable d'avoir, et bien un peu de sacrifice, et vous le faites quand même. Et ça en vaut largement la peine. Donc le côté des moyens matériels, je le refuse complètement parce que j'en ai été la démonstration dès le départ et je me suis toujours aperçu. Alors évidemment, quand par exemple, en tant que commandant du 3-mâts, la Boudeuse, faire un tour du monde, il faut un équipage de 30 personnes, tout ce que vous voulez. Alors là, oui, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être plus compliqué. Mais par du partenariat, du mécénat, on peut y arriver. C'est plus difficile, mais je veux dire, ce n'est qu'une partie des choses. Le reste, la plupart d'ailleurs de mes déplacements aujourd'hui sont sur des engagements essentiellement militaires, aux côtés des Kurdes de Syrie depuis 12 ans, maintenant avec l'Arménie, parce qu'une part de l'aventure, pour moi, est très importante. Je parlais tout à l'heure de vivre en liberté. C'est génial de tenter de vivre autant que faire se peut libre. Sortir de la fable du loup et du chien. Fable extraordinaire, que j'ai appris par cœur à mes enfants. Je peux même vous la réciter, mais je ne vais pas vous l'imposer. Mais relisez-la, vous voulez, elle est absolument géniale. Ouais, un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Là, tout est dit. Mais si on considère que la liberté à défendre, c'est la sienne, franchement, on passe à côté de l'essentiel. Ce qui est important à défendre, c'est la liberté en tant que telle, pour soi comme pour les autres. Et aller la défendre au bout du monde, comme je l'ai fait pendant des années auprès des résistants afghans contre l'Union soviétique ou avec les Kurdes maintenant, c'est donner profondément au sens de l'aventure, au service de la liberté, sa vraie dimension, à mes yeux. Et là, franchement, pour revenir à votre question, ce n'est pas des moyens matériels importants. Qu'est-ce qui est important dans l'aventure, justement ? Qu'elle soit constructive, féconde, apporte quelque chose à vous comme aux autres. Rien ne me terrorise plus, et ça arrive de temps en temps, qu'un simple voyage ou une simple aventure dont je ne retire rien. Alors, ce n'est pas que ça me terrorise, ça me déçoit. Ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, bien sûr. Vous savez, d'abord, tout doit arriver. Et ensuite, c'est naturel.
plus vous entreprenez, plus vous aurez des échecs. Quels sont ceux qui n'ont aucun échec? Est-ce que vous êtes le même ceux qui n'entreprennent rien. Donc ça arrive de se tromper. C'est intéressant. Dans un livre qu'on a écrit l'année dernière avec Andrea Marcolongo et Louis de Funès, il y avait un chapitre qui était danser après l'échec, comme Zorba. C'est-à-dire qu'il faut tout tenter quand on doit le tenter, et si ça ne marche pas, bah ouais, c'est pas grave, on danse et on recommence. Et donc les échecs ne sont absolument pas... En fait, ça participe de notre construction quand on veut bien ne pas en avoir peur. Est-ce qu'il y a une question de fraîcheur de regard à conserver aussi? Est-ce que vous êtes le même aventurier aujourd'hui que vous étiez à 18 ans? Dans les discussions, c'est bien d'essayer d'entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Pour moi, nous tous, nous avons 4 âges, et non pas un seul. Il y a l'âge biologique. Vous êtes né à tel moment sur votre carte d'identité, votre passeport, voilà, c'est l'âge biologique. Les 3 autres sont beaucoup plus intéressants. Il y a ce que j'appelle l'âge mental. En fait, celui qui répond à votre question, comment vous voyez le monde, dans quel état d'esprit vous êtes, etc. Moi, mes amis disent que j'ai 17 ans. Et je leur dis, vous vous plantez, j'ai 16. Eh oui, c'est-à-dire que ne jamais être désabusé, ne jamais dire en vain, ne jamais être blasé, c'est ça l'âge mental. Ensuite, il y a l'âge moral. L'âge moral, c'est finalement, nous sommes tous la somme de nos actes. C'est donc la somme des actes que nous avons faits, ce que nous avons entrepris. Je ne dirais pas mon âge, mais j'ai un autre âge, évidemment très différent. Et ensuite, il y a l'âge physique, ce que vous êtes capable de faire au moment où on vous demande votre âge. Courir, marcher, faire l'amour, tout ce que vous voulez, tout ce qui est important. Vous avez quel âge? Ben, vous pouvez avoir un certain âge biologique et un autre âge physique. Je ne vous dirai pas mon âge là-dessus aussi, mais non, quand même pas. Mais c'est important de savoir que nous avons 4 âges et pas un seul. Ça permet de dire, là je vois que des jeunes par exemple. Sinon vous ne seriez pas là pour venir pour l'aventure, évidemment. Donc je ne vois que des jeunes, non pas biologiques, hein, mais des jeunes d'âge mental, au moins. L'âge moral, je ne vous connais pas, je ne peux pas savoir, mais je gage que certains aux cheveux blancs, vous, madame, par exemple, vous rigolez, mais je suis sûr que c'est... Voilà. Quant à l'âge physique, bah, ça, je ne sais pas. Évidemment, si on ne va pas faire de la grossophobie, mais si vous avez pris 30 kilos à 40 ans, votre âge physique va diminuer. Mais je vois que ce n'est pas le cas ici, donc c'est parfait. C'est très important, donc j'ai répondu à votre question sur l'âge mental, voilà. Pourquoi la notion de risque est-elle primordiale quand on part à l'aventure? D'abord, elle est elle aussi consubstantielle à la vie. Notre histoire à tous va finir de la même manière, on est d'accord? C'est écrit, nous naissons pour mourir, c'est comme ça. Ce qui importe aujourd'hui... C'est pas très optimiste. Tout ça. Mais bon, c'est pas une question... Oh. Ah, les journalistes, hein, quand même. Ils sont terribles. Non, attendez. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est un constat. Je me borne, même pas de la lucidité, encore c'est un constat, c'est comme ça. Nous naissons tous pour mourir, voilà. Et c'est un constat que tous les grands philosophes depuis 2500 ans font. Donc la question, est-ce que c'est celle-ci? Aujourd'hui, finalement, nous sommes arrivés dans des sociétés où, par crainte de la mort, nous tentons de vivre le plus longtemps possible, quel que soit l'état dans lequel on est, d'où les EHPAD et tout ça. Bien. Il fut un temps où la question ne se posait pas de cette manière-là. Un hussard de plus de 30 ans est un Jean Foutre, vous disiez certains états d'esprit à certaines époques. Donc moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce risque, c'est de chercher à vivre la vie que l'on veut, le plus intensément possible, et de ne pas trop s'attarder, et de partir quand il est temps. Et on ne doit pas craindre ça, ce qu'on doit craindre. La grande crainte, la seule et unique crainte que tous nous devons avoir, ce n'est pas de mourir, puisque ça va arriver, c'est de mal utiliser le peu de temps que la vie nous concède avant de mourir. Qu'est-ce qu'on fait de ce peu de temps, de ce clin d'œil dans l'espace? C'est ça qui est intéressant. Ma seule peur, c'est de ne rien en faire de valable. Le reste, le jour où ça arrivera, j'espère pas trop tard, et d'une certaine manière... Est-ce que vous avez lu, je l'ai lu il y a 2 ans, je ne l'avais pas lu jusqu'à présent, le Mermoz de Kessel. Kessel qui fait la biographie de Mermoz. Et à un moment donné, Mermoz, Kessel lui demande à peu près les mêmes questions que vous posez, et Mermoz réfléchit et dit... Moi, l'accident qui pourrait m'arriver, c'est de mourir dans mon lit. C'est pas mal, ça, comme réponse. Quand j'ai lu ça, c'était il y a 2 ans. J'aurais dû lire ce livre bien avant, mais en tout cas, je suis tombé d'accord tout de suite. Kessel pose la question et Mermoz répond, l'accident, ce serait de mourir dans mon lit. Et Mermoz disparaît au-dessus de l'Atlantique
à 38 ans. Et je pense que quand il a disparu, il s'est dit merde, c'est trop tôt. 38, putain, ça pourrait attendre 48, 58. Hein, bon. Mais qu'il a dit c'est quand même une belle fin. Ah oui, ça correspond à la vie que j'avais. Il faut mourir tel qu'on a vécu et pas autrement. En tout cas, moi je pense comme ça, donc je pense comme Kessel, comme Mermoz, et que c'est pas la durée qui compte, c'est l'intensité de ce peu de temps. Après, chacun sa route. Alors il y a une lettre de votre recueil, on va en venir à cet ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu la genèse et l'esprit? Et après, on va revenir sur cette notion de temps, parce qu'il y a une lettre qui est très intéressante, qui est liée à la façon dont vous percevez le temps et dont vous dites qu'il faut s'en faire un allié, quitte à vous avez un secret pour étirer le temps. Donc vous allez... J'aimerais avoir un secret, mais non, je fais des tentatives. Alors, les lettres à la petite fille les lettres à la petite fille qui vient de naître sont effectivement sorties il y a 1 mois et demi chez Grasset, après un autre livre l'année dernière qui s'appelait Le goût du risque. Et ce sont 24 lettres que j'adresse à ma filleule, sans la nommer, pour que ce soit de manière assez universelle. Et j'ai demandé il y a peu de temps à sa mère, à la mère de ma filleule, si je pouvais dire qui c'était, en fait. Tout ça, elle m'a dit oui, tu peux le raconter, il n'y a pas de souci. En fait, je pense que vous savez tous qui est Andrea Marcolongo. C'est la grande helléniste italienne qui a fait ce succès mondial il y a quelques années avec son livre La langue géniale, les 9 raisons d'aimer le grec ancien. Voilà. Elle a une petite fille qui s'appelle Elsa. Et en fait, elle m'a demandé d'être le parrain d'Elsa, Andrea. Évidemment que j'ai accepté. Et j'ai pris ça très au sérieux. Et mon éditeur, quand il a appris ça, m'a dit mais il faut que tu lui écrives. Tu avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Éthique du samouraï moderne, qui était un petit manuel de combat pourtant de désarroi. Qu'est-ce que tu dirais à Elsa? C'est mon éditeur chez Grasset, Christophe Bataille. Je dis écoute, oui, j'ai plein de choses à lui dire, mais je ne pensais pas le faire maintenant et sous forme de lettres. Je me suis pris au jeu et j'en ai écrit 24 qui sont des lettres pleines d'espoir. Parce que dans le monde qui arrive, qui est très sombre, qui est en décomposition, qui se délite, et tout le monde le voit bien, comment se tenir droit dans ce monde-là? Et je pense que c'est tout à fait possible, qu'il y a des solutions à toutes les maladies, et qu'aux enfants qui naissent aujourd'hui, à une époque où on commence à dire qu'il ne faut plus faire d'enfants, il faut dire non, il faut en faire, c'est génial quand même, et la vie, ça vaut vraiment la peine d'être vécue, à condition de l'apprendre de telle et telle manière. Et dans la première lettre, le premier conseil que je donne à Elsa, lettre qu'elle lira quand elle aura 13 ou 14 ans. En fait, j'ai écrit ces lettres, je les ai données à sa mère, à Andrea, pour qu'elle les garde, et les lui donne à lire plus tard. Et plus tard, elle lira aussi le livre qui lui est dédié. Et dans la première lettre, je lui explique une chose que chacun de nous comprend et connaît, mais doit se rappeler en permanence. Pour venir au thème de la liberté, pour vivre en liberté, c'est que nous n'avons pratiquement aucune prise sur le monde extérieur. Comment l'influencer dans tout ce qui se passe? Quasiment aucune prise. Ça ne doit pas nous désespérer parce que nous avons une prise absolument totale, en revanche, sur notre monde intérieur. Vieille leçon stoïcienne d'Épictète, de Marc Aurèle, de Sénèque, etc. Il faut la rappeler. Dans ce monde intérieur, nous avons tous les choix. Ce que nous pensons, nos visions du monde, nos choix, tout. Là est notre véritable liberté et cette citadelle intérieure, il faut la renforcer, la conforter, savoir que le dialogue intérieur avec soi-même, source de liberté, est très important et ainsi de suite. Si chacun fait ça, et c'est valable pour les adultes comme pour les enfants, alors franchement, rien de mauvais, de l'incertitude de la vie, de ces coups du sort, de ces obstacles, de l'infortune et de l'adversité ne peut vraiment nous toucher. Et là, on cheminera droit, là où on veut aller, et comme dit Andrea, on déplacera la Lune de son orbite pour faire notre destinée. Et à ce moment-là, la vie devient vraiment passionnante. Mais est-ce que ça ne met pas de côté quand même toute forme de déterminisme qui peuvent avoir des poids sur la construction personnelle des... Il faut mettre un petit peu de côté, justement. Si vous dites qu'il n'y a que du déterminisme, je suis né là, et encore on a de la chance d'être né en France, je suis né là, dans telle société, dans telle famille, et puis il y a des rails, et on suit. Non, il faut sauter hors des rails. Sinon, ce n'est pas très intéressant. Donc, vous parlez de l'importance de l'éducation. On n'est pas tous égaux par rapport à l'éducation qu'on reçoit. C'est sûr. La vie est... On ne sait rien si on ne sait pas que la vie est tragique. C'est comme ça. Que les inégalités, de départ, elles sont là. Mais, so what? On va se laisser faire avec ça? Non, il faut tenter de corriger. Avec notre monde intérieur, bien des choses sont à notre portée. Sur les valeurs
sur le marché de la vie, toutes les valeurs qu'il y a, à nous de les choisir. C'est pas très compliqué en réalité. Il suffit simplement de se dire, je sors un peu hors des rails, j'essaie de penser différemment, d'écouter des discours que j'entends pas ailleurs. Ça commence à être intéressant. Et là, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, et c'est ce que je dis à Elsa. Ne te laisse pas emporter par les faux monnayeurs qui sont autour de toi, par cette société de divertissement généralisé. La récréation permanente. Voilà. La vie n'est pas une cour de récréation. Non, d'un chien, je ne suis pas né pour, comme un bestiau, m'amuser en permanence. Ça ne m'intéresse pas. Il y a bien mieux à faire. Que tu fais de ta vie? C'est ça qu'il faut dire à un enfant. Et que les parents doivent lire. Parce que même pour nous tous, c'est intéressant et important. La vie, elle est ce qu'on décide d'en faire, beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà. Donc, c'est les conseils que je donne, en fait, à tous les garçons, à toutes les petites filles qui viennent naître, parce que j'essaie d'analyser, de conceptualiser, et là, en tant que philosophe, ce que j'ai pu vivre, pour en faire quelque chose. Et quand j'avais écrit d'ailleurs Éthique du samouraï moderne, ce petit manuel de combat pour tendre des auras, en fait, je l'avais écrit pour moi au départ. Mettre en forme à un moment donné 327 propos qui sont des guides de vie personnels. Puis après, mon éditeur, pareil, m'a dit, mais non, il faut les publier. Bon, pourquoi pas? Mais c'était mon propre livre de chevet. Et là, j'espère que ce sera le livre de chevet d'Elsa plus tard. Alors vous aimez tout ce qui est concis, d'où je crois avoir compris votre goût pour la nouvelle, votre goût pour la poésie, et votre goût pour ce style de manuel de vie. Il y a une lettre où vous donnez un secret qui est peut-être, vous allez me dire le secret, c'est placer 2 ou 3 choses au-dessus de tout le reste dans votre vie. Quelles sont les 2 ou 3 choses pour vous? Ça aussi, je me suis aperçu qu'une vie, finalement, elle vaut la peine d'être vécue si on a foi en quelque chose. Et là, je parle d'une foi non religieuse. À quoi on croit? C'est vachement important. Si on ne croit pas grand-chose, la vie va être un peu molle. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de croire à des choses et puis les défendre mordicus, jusqu'à la mort, s'il le faut. Ça, c'est intéressant. Et très jeune, je me suis dit, qu'est-ce qui est sacré pour moi? La démocratie, la littérature, les livres, la famille, mes amis. Voilà, et 2 ou 3 autres choses. Et quand on a ça, et qu'on retrouve le sacré à travers ça, la vie commence à être vraiment intéressante. Parce qu'on sait finalement comment la conduire au milieu de tous les écueils qui nous attendent. Et ces choses sacrées, en tant que marin, je peux dire que ce sont comme des phares qui nous conduisent hors des récifs et nous empêchent de faire naufrage. Et là, franchement, vous vous fichez pas mal du moment où vous allez mourir, puisque tout le long de la route, ça va être extrêmement intense, c'est exactement ce que vous vouliez. Et vous avez pris tous les risques pour ça. Et j'aime cette idée que quand on a des choses sacrées qu'il faut les défendre, comme la liberté, quand je vais me battre avec les Kurdes pour ça, waouh, eh ben, je suis comme eux. Finalement, on n'a plus peur de rien et de personne, parce que ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait, et intensément et sans tricher. Tout jeter dans la balance. Maintenant, ça c'est très personnel, j'engage personne à suivre ça, mais vous me posez la question personnelle, je vous réponds de manière très personnelle. Il y a une lettre sur le rapport qu'on doit avoir avec le doute. Vous ne voulez pas lui accorder trop de place. Alors ça m'a interpellé moi, parce qu'en tant que journaliste, on nous dit souvent, c'est important de douter, d'avoir l'esprit critique. Alors vous dites que c'est important aussi d'avoir l'esprit critique, et en même temps vous dites qu'il ne faut pas accorder trop de place au doute. C'est un peu paradoxal. Aucun paradoxe. Je vais vous dire pourquoi. Les gens comme moi, qui vivent en liberté, on n'a aucun filet de sécurité. J'ai jamais été salarié, j'ai pas d'assurance. Bah oui, vous êtes complètement hors norme, c'est très compliqué. Mais j'adore ça. Si à un moment donné, donc le doute est un luxe que vous ne pouvez pas vous payer trop. Parce qu'il faut aller de l'avant en permanence. Moi, si je tombe malade demain, j'ai une sécurité sociale, je suis un écrivain, je vais à l'hôpital, mais si j'écris plus, j'ai plus de revenus. Personne, il n'y a pas de syndicat, de machin, et je trouve ça très bien. On est libre, on paye le prix de notre liberté. Comme le loup efflanqué de la fable. Moi, ça me plaît ce genre de vie, mais c'est clair. Donc, pour répondre à votre question, si je me mets à douter avant d'écrire un livre, de m'engager quelque part pendant trop longtemps, non. Il faut douter, mais juste ce qu'il faut, pas davantage. C'est un luxe, encore une fois, que les gens libres ne peuvent pas trop se payer. Il y a des questions? N'hésitez pas. Hein. Allez, madame. Alors, on me demande, c'est une question, je vous remercie, parce que je l'attendais, elle vient toujours. Votre famille, vous en avez ou pas? Oui, j'ai femme et enfants. Et tout à l'heure, j'étais interviewé à la radio. On me posait la même question. Je dis oui, mais c'est pareil. On a des a priori.
Une vie d'aventure, c'est une vie désossée, dangereuse, tout ce qu'on veut. Une vie de famille, c'est une vie calme, tranquille et tout ça, ça ne peut pas se rejoindre. Bon, moi, quand j'ai examiné ça à 23 ans, je me suis dit, les idées reçues, toute ma vie devrait être construite autour de l'idée de désosser les idées reçues pour voir si elles sont vraies, les prendre ou les refuser. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas tout à fait exact. Si vous trouvez la femme qu'il faut, vous pouvez l'emmener en aventure. Et les enfants, vous pouvez faire la même chose. Donc oui, madame, j'ai femme, enfants, c'est merveilleux, c'est génial. Je les emmène beaucoup en aventure, pas trop dans celles qui sont dangereuses. Voilà. Et j'essaie de compenser le manque très clair de quantité par de la qualité. Tout à l'heure, on parlait des fables de La Fontaine, notamment du loup et du chien. Moi, j'ai fait avec mes enfants, j'en ai 4, des soirées poésie. Quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais si je suis là, des soirées poésie et des soirées philosophie. Et j'ai donc appris à mes enfants, dès l'âge de 10-11 ans, le loup et le chien, évidemment. Le plus grand des récits sur la liberté qui existe. La chanson des aventuriers de la mer de Victor Hugo dans La légende des siècles. 4 pages, absolument génial. Je vous les récite? Non. C'est un peu long. Monsieur. Voilà. Donc une question, comment vos enfants vous perçoivent? Comment mes enfants me perçoivent? Je ne leur ai pas posé la question. Je ne sais pas si c'est le mieux placé pour répondre à cette question. Exactement, il a raison. La grande est née 40, 30, 20, 15. Non, et la grande est biologiste, après la deuxième est médecin, le troisième il est à la fac, et l'autre est en première. Ils choisiront les routes qui leur conviennent. Moi, c'est comme dans les lettres à la petite fille qui vient d'être, tout ce que je leur donne, c'est les éléments de vie pour décider, mais pas la route à prendre. Quand je leur dis, voilà, votre vie intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important, vous devez la défendre. La littérature, la lecture, les livres, ça va être très important pour votre vie intérieure et vos choix. Ça peut être pour n'importe quel métier ensuite. Donc il faut bien distinguer un petit manuel d'éducation et de vie, comme les lettres à la petite fille qui vient de naître, de la décision de prendre telle ou telle route. Ça, c'est ce qui leur appartiendra. D'ailleurs, ils n'ont pas suivi la même route pour les 2 premières. En revanche, elles vivent librement, elles aiment l'aventure, tout leur temps libre est consacré aussi à ça, et elles sont, me semble-t-il, très heureuses. Donc, comment dirais-je, un petit manuel d'éducation comme ce livre, c'est pas du tout telle ou telle route à prendre. C'est les outils de construction pour prendre la bonne route pour soi. Voilà, à mon avis. Voilà. Oui, monsieur. Concernant votre activité d'écrivain, Ouais. est-ce que vous écrivez au fil du temps, un peu tous les jours? vous écrivez, non? Un petit peu. Il écrit un peu. C'est d'où la question. C'est une question pratique. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous écrivez au quotidien et donc à votre rythme? Est-ce que j'écris au quotidien à mon rythme? Est-ce que vous vous isolez pendant plusieurs jours pour écrire de manière Alors, c'est une très bonne question. Alors, ma femme me dit que j'ai une chance folle, c'est que je peux écrire même à la maison quand il y a un bruit fou autour de moi. En fait, j'ai découvert assez vite que je n'ai pas besoin de solitude ou d'isolement pour écrire, ou de silence. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'écrivais dans les cafés. S'il y a du silence ou un isolement, c'est peut-être mieux, sans doute, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Là, hier, pour mon prochain livre, j'étais dans l'avion, ça dure 1h20, même 1h30, il était en retard, j'ai écrit pendant 1h30 dans l'avion. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai encore écrit une demi-heure. Ce matin, avant de venir, j'ai écrit une demi-heure. Là, par exemple, pour aller encore plus loin là-dessus, donc je peux écrire par petits bouts, ou quand j'ai écrit le roman de la rentrée littéraire d'il y a 3 ans, chez Grasset, S'il n'en reste qu'une, qui était le 3e livre que j'écrivais sur les Kurdes comme thème, mais qui était un roman, une tragédie antique au temps moderne, où je voulais rendre hommage à mes camarades femmes combattantes dans les bataillons féminins kurdes contre Daesh. J'ai embarqué sur la frégate Nivos dans les terres australes et antarctiques françaises comme officier de réserve. Pendant 2 mois, j'ai écrit le premier jet, j'ai fait quasiment que ça. Oh, j'ai regardé les Kerguelen, Crozet, bien sûr, mais pratiquement j'écrivais 10 heures par jour dans ma cabine, et d'un seul jet. Le premier jet de ce roman a été écrit là-bas. D'autres, en 2017, je me souviens, ça m'avait quand même frappé. C'était, si vous vous souvenez, toujours chez les Kurdes, il y avait la grande bataille de Raqqa, la capitale de l'État islamique. Une des batailles les plus apocalyptiques dans laquelle j'ai été. Et je me souviens que j'écrivais
Dès qu'il y avait un moment de libre, sur des caisses de munitions, dans les bombardements, dans un bruit inimaginable, et j'arrivais à écrire, et c'était des nouvelles. Et là, c'était sur du papier avec un stylo. Donc, moi, j'ai cette faculté, j'ai la chance, quand j'ai un livre en tête, de pouvoir décrocher, raccrocher tout de suite. D'autres de mes camarades ont besoin de silence, d'isolement, voilà. Et d'autres sont comme moi. Je prends le cas de Sylvain Tesson. On est tous les deux écrivains de marine. Il a toujours, comme moi, son carnet dans la poche. Et on peut discuter ensemble, et au bout de 10 minutes, on fait autre chose, on écrit. Une idée, un personnage. Moi, je suis dans le métro, je vois des gens, waouh, là, il y a un physique qui m'intéresse, je sors mon carnet, je décris la personne, parce que c'est un physique qui m'intéresse ou autre chose. Puis après, ce sera malaxé, ça sera un personnage dans un roman plus tard, et ainsi de suite. Donc, pour répondre à votre question de l'écriture, j'ai cette chance d'écrire n'importe où, n'importe comment. Ah, une autre question là-bas. Oui, bonjour. Ma notion de liberté. On me l'a demandé une fois, j'ai dit, c'est une notion très complexe. Et je m'amuse une fois, d'ailleurs dans Le goût du risque, l'année dernière, on dit, finalement, posez la question à un type qui est enfermé en prison. Posez-lui la question, c'est quoi la liberté? Et elle va vous répondre très simplement, foutre le camp d'ici, quoi. Être dehors à l'air libre. Et cette façon très prosaïque de répondre à une question philosophique très dense, très intense, très complexe, ça me plaît beaucoup. Parce que même en philosophie, il faut savoir casser des codes, casser les cadres académiques, et pouvoir, moi quand je dis ça à mes camarades philosophes à la Sorbonne, c'est la liberté. Est-ce que tu as déjà posé la question à un mec dans une prison? Ah ben non, tu restes dans l'amphithéâtre. Homme de cabinet. Non, va poser la question. Moi je l'ai posé plein de fois à des prisonniers. Foutre le camp d'ici. Eh ben voilà, c'est déjà dire simplement que la liberté principale de... demandez à Boualem Sansal en ce moment, c'est quoi la liberté? Foutre le camp de cette prison dans laquelle il est. Un petit hommage pour Boualem Sansal, si vous permettez, aujourd'hui. Merci. Je fais une toute petite... ben voilà, finalement, ça m'a permis de parler de lui, parce que j'étais avec lui au Salon du Livre de Valence, il y a 15 jours. Et on déjeunait, vous savez, dans les salons de livres, un truc vachement intéressant, c'est on déjeune entre écrivains, on dîne, c'est vraiment très sympa, des gens qu'on n'a pas tout le temps de voir. On déjeunait ensemble, mais je dis à un moment donné, tu sais, Boualem, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu vas avoir un jour des problèmes, fais comme Kamel, barre-toi, quoi. Il m'a rien dit, il a un peu haussé les épaules, il a fait comme ça, et moi, là, je regrette de lui avoir dit, putain, je sais pas, on va être 3 ou 4, on dit, on va t'obliger à rentrer parce qu'il va t'arriver malheur. Donc, un hommage à Boualem Sansal et à tout ça, aux écrivains libres, qui, lui, pourraient répondre en ce moment même à votre question sur la liberté de la même manière que je vais le faire. Pour le reste, pour être pas sérieux, mais essayer d'aller un peu plus loin dans cette tentative de réponse, qu'elle ne soit pas en creux. C'est quand on n'a plus de liberté. Moi, j'étais aussi en prison quelques fois. Et les fois où j'étais prisonnier, c'était au Pakistan, en Colombie, dans des coins pourris. J'ai compris ce que je dis là. C'est-à-dire qu'en fait, quand d'autres que vous, quelle est la définition de l'homme libre chez Aristote? Livre alpha de la métaphysique. Peut être appelé homme libre celui qui est à lui-même sa propre fin et non pas la fin d'autrui. Celui qui est à lui-même sa propre fin et non pas la fin d'autrui. Autrement dit, celui qui se construit à titre personnel plutôt qu'être construit par quelqu'un d'autre. Et on n'est pas du tout là dans une liberté, je dirais physique, comme pour Boualem Sansal ou les prisonniers, ou moi quand j'étais au Pakistan. On est dans une dimension très intellectuelle de la liberté, et c'est la plus importante. Notre citadelle intérieure est le fruit, et le lieu de notre liberté principale. La liberté de juger correctement les choses. La liberté de discerner le mieux possible le vrai du faux. Vous avez une phrase terrible dans votre livre, justement, où vous dites que dans nos sociétés, pour beaucoup, on a choisi de considérer la liberté comme optionnelle. Moi, ce que je constate, c'est que, par comparaison, je reprends le cas des Kurdes en Syrie, c'est que chez nous, quand je parle de la liberté, je pose la question, si il vous arrivait à vous, à des amis ou des gens que je rencontre, ce qui arrive aux Kurdes en Syrie, où on pourrait parler des Ukrainiens, par exemple, qu'est-ce que vous feriez? Et je m'aperçois que je n'entends pas assez souvent ce que j'aurais aimé entendre en 1940. Je résiste. Je refuse d'être soumis. Je refuse la servitude, la liberté ou la mort, comme on le disait. C'est terminé tout ça chez nous. Et quand je l'entends en permanence chez les Kurdes,
Vous savez, souvent on me dit quand je rentrais, alors maintenant c'est un peu calmé, mais les années 2015, 16, la bataille de Kobané, 16, 17, Raqqa, jusqu'en 2019, quand je rentrais, tout le monde me disait « Oh là là, ça doit être dur là-bas ». J'ai dit ben non. En fait, c'était certainement très dur physiquement et dangereux physiquement, mais pour le reste, c'est un bain de jouvence en permanence, que notamment dans les bataillons féminins, mais chez les hommes c'est pareil, il y a une joie de vivre que vous n'imaginez pas. Et quand vous posez la question à ces gens-là, ben ils vous répondent « Mais nous, on sait pourquoi on vit, pourquoi on existe, pourquoi on souffre et pourquoi on meurt. Et le seul fait de le savoir, ben ça nous rend heureux. » Waouh! Ça, c'est intéressant. Et nous, on ne le sait plus. Et nous, on ne sait plus trop. Mais vous savez, je passe beaucoup de soirées, de temps avec les Kurdes à parler de ça depuis des années. Nous tous ici, nous avons hérité de la liberté. Nous vivons en démocratie sans avoir rien fait pour la gagner. On nous l'a donnée. En fait, nous en avons hérité de nos anciens qui se sont battus pour ça. Et donc, ce que l'on n'a pas conquis paraît souvent sans grande valeur. Vous ne l'avez pas acheté, donc ça vous peut. Quand vous prenez les Kurdes qui ont passé leur existence tout entière à être opprimés, à être humiliés, à être massacrés, eh bien la liberté, quand vous avez l'occasion de vous battre pour elle, elle a un goût inimaginable que nous ne pouvons plus imaginer. Quand ils ont conquis cette liberté contre le régime de Bachar el-Assad et contre les islamistes de Daesh, waouh, c'est le bonheur total. Et ils sont prêts à mourir pour ça. Et beaucoup meurent. Une anecdote, je la raconte s'il n'en reste qu'une, dans ce roman, où tout est fiction, mais en fait tout est vrai. Je me souviens, je ne sais plus en quelle année c'était, j'étais dans une casemate avec un bataillon féminin, quelque part au Kurdistan syrien, et soudain, quelqu'un rentre et dit, il y a un journaliste qui veut parler à la commandante qui est là. Bon, les journalistes, bon, très bien, la commandante dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils viennent. C'était un Scandinave, je ne sais plus s'il était danois, suédois ou norvégien. C'était un Scandinave, ça je m'en souviens bien, il rentre et tout le monde fumait. Le stress fait qu'on fume, ça, tranquille. Et les cigarettes sont gratuites pour les combattants. C'est pas terrible pour l'écologie et la santé, je sais, mais bon. C'est gratuit, les paquets, les cartouches, on fume sans arrêt. Et donc, il y avait beaucoup de fumée. Et ce journaliste ne fumait pas. Et il commence à parler avec la commandante. Là, il était venu avec une interprète. Ça discute, des choses tout à fait normales, comment est la situation, comment ça se passe et tout ça. Puis il faisait tout le temps comme ça, la fumée. Une casemate, il y avait vraiment de la fumée. Hein. Puis à un moment donné, il s'énerve, il dit « Putain, mais arrêtez de fumer, là, vous vous rendez pas compte, là, vous allez tous mourir d'un cancer ici. » Vous voyez ce qui va arriver. Et je vous jure, c'est authentique. Et là, la commandante, comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Tekoshin, ou je sais plus. Elle le regarde, elle est quand même interloquée, elle regarde. Et avec la traduction, elle dit « Mais monsieur, vous savez l'espérance de vie que nous, on pense avoir ici toutes ?» Le mec, il ne comprend pas très bien, il dit « Quoi ?» Nous, on estime c'est 3, 4, 5 ans maximum. Alors, votre cancer. Hein. Et il est parti pas content. Eh bien, vous savez, moi, cet état d'esprit, et la commandante, elle avait quoi? 35. Les combattants, 18, 25 ans. Et cet état d'esprit, 4, 5 ans maximum d'espérance de vie, et on s'en fout. Parce que ce que l'on fait pour se battre pour la liberté vaut plus que ça, mais moi, ça me plaît bien. Alors, je trouve que ça interroge une autre notion que vous développez dans le livre, qui est celle du progrès. Vous avez un rapport assez ambigu, voire enfin nuancé, tout du moins, par rapport au progrès. Je constate que, alors d'un point de vue purement philosophique, il y a une confusion des mots. Aujourd'hui, les mots ont plus grand sens, trop souvent, entre progrès, nouveauté, modernité, innovation. Tout ça est mis sur le même plan à peu près. Tout ça ne veut pas dire la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est le progrès. Et dans ce progrès, le progrès humain, pas le progrès technologique, les innovations technologiques. Et je conseille à Elsa, c'est une théorie du progrès que j'avais écrite déjà il y a pas mal de temps, de distinguer entre les vrais progrès, les faux progrès et les contre-progrès. Autrement dit, parce que le vrai progrès, c'est celui qui... Je ne vais pas analyser cette théorie, c'est sur 3 pages, c'est un peu long. Le vrai progrès, c'est une nouveauté, et on ne fait rien. Il n'y a pas de progrès sans nouveauté. Mais toute nouveauté pour la nouveauté détruit l'idée même de nouveauté et de progrès. Et nous sommes dans des sociétés qui faisons du neuf sans arrêt pour faire du neuf. Parce que commercialement, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Le vrai progrès, c'est celui qui va... Une innovation, quelque chose de nouveau qui arrive, et qui va faire un homme ou une société meilleure qu'elle n'était auparavant d'un point de vue humain.
Par exemple, quand la Déclaration des droits de l'homme a été inventée, c'était un progrès humain qui a changé les choses. Quand la démocratie a été inventée, on a quelques exemples qui jalonnent l'histoire où il y a des progrès humains qui font que l'individu et la société sont meilleurs qu'ils n'étaient avant. Et tout le reste, pour moi, c'est sans aucun intérêt. Surtout si certains progrès, innovations, nous font reculer dans être le meilleur. Les sociétés mercantiles comme les nôtres, individualistes, au point où on en est, je ne suis pas certain que ce soit des progrès humains. Vous me voyez venir, est-ce que l'IA est un progrès? Est-ce que l'IA est une menace pour l'esprit d'aventure, pour la liberté? L'IA est une affaire assez complexe parce qu'il faut distinguer l'intelligence artificielle brute, celle qui permet par exemple en médecine, en radiologie, de distinguer mieux qu'un œil humain, les tumeurs, etc., de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, etc. Des intelligences artificielles que l'on nourrit de tout ce qui existe au monde, qui a été créé par des écrivains, des journalistes, tout ce que vous voulez, pour qu'elle fasse sa propre, en apprenant par elle-même, sa propre vie. Celle-là est très dangereuse, évidemment. Au-delà de l'aspect simplement de, comment dirais-je, de l'emploi, beaucoup de métiers vont disparaître. Bon, vous me direz, les allumeurs de réverbères ont disparu avec l'invention de l'électricité. Je ne suis pas certain que ce soit exactement le même rapport. Mais ça, nous verrons. En revanche, il y a un côté apprenti sorcier avec l'intelligence artificielle générative qui me fascine intellectuellement. Comment des hommes peuvent-ils jouer aux apprentis sorciers à ce point-là et créer des machines qui vont les rendre obsolètes? C'est quand même génial. C'est un truc qui, d'un point de vue humain et philosophique, mais qu'est-ce qui leur passe? Ils jouent, ils s'amusent. Et moi, j'en connais plein qui disent, moi, ce qui me plaît, c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites, technologiquement parlant. Et si ça détruit, je m'en fous. C'est pas le sujet. Demain, on rigole avec des amis écrivains en disant, nous sommes peut-être... Il faudrait qu'on se demande à l'UNESCO d'être inscrit, vous savez, nous, les écrivains, au patrimoine des espèces qui vont disparaître. Parce que faites l'expérience, moi je l'ai faite avec le ChatGPT, avec un ami, fais-moi en 4 pages d'alexandrin, en alexandrin, comme on avait dit, un éloge du commandant Massoud en Afghanistan. Ça mouline 10 minutes, même pas, hop, et ça sort, putain, 4 pages d'alexandrin extraordinaire, impressionnant. Vous demandez comment elle a fait. Elle a fait, c'est très simple. Elle a été nourrie de tous les alexandrins qui ont été écrits par toute l'humanité depuis 2500 ans. Elle a été nourrie de tout ce que l'on sait de commandant Massoud. Et après, avec ses algorithmes et sa capacité de calcul, elle mouline tout ça, elle vous sort quelque chose qui n'est pas si mal. Bon. Et là, parce que c'est pas si mal, ça commence à devenir très dangereux pour la véritable création littéraire. Mais en ce moment, vous le savez sans doute, il y a des procès partout, parce qu'évidemment, ChatGPT et tous ces trucs qui arrivent, c'est de la copie. Ils sont nourris de tous nos livres, sont nourris de tout ce que l'on fait pour en produire d'autres à travers tout ce qu'ils sont nourris. Donc c'est de la copie, c'est du plagiat. Donc nous verrons si cela continue. Mais en tout cas, c'est une question. En tout cas, c'est une des questions les plus essentielles qu'il y a, parce que c'est comme le transhumanisme. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des gens qui pensent, les transhumanistes en l'occurrence, que nous autres, tous les gens qui sont dans cette salle, êtres biologiques, imparfaits, on a fait notre temps et qu'on peut faire beaucoup mieux pour l'humanité de demain, l'homme bionique, éternel, etc. Et ils travaillent à ça. Et ces gens-là, c'est plus que des apprentis sorciers, sont des gens en fait qui haïssent l'humanité telle qu'elle est créée avec ses imperfections. Et il faut en finir avec l'imperfection humaine pour tenter, comme Dieu l'a raté, de faire une espèce humaine parfaite. Tout ça est quand même très dangereux et mérite une pensée philosophique constante. Une question. Monsieur a une question. Ah, encore une autre là. Cher Patrice, Oui, mon oui, frère monsieur. jumeau, Ah, sympa, je ne suis connais un pas. petit aventurier, Il n'y en a pas de petit. Il y a j'ai de l'aventure. 80 ans, C'est pas mal. j'ai un cancer depuis 1 an, je suis un enthousiaste fou et mon combat, mon aventure, c'est justement la fraternité. C'est de passer du schéma vers lequel nous allons, et je suis un scientifique, nous allons vers un homme robotisé. Et le point clé, c'est l'homme de pleine humanité, où la fraternité est l'élément clé. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le combat de ma vie, et j'ai passé 50 ans faisant partie des deux mondes, le monde des gens simples et puis le monde
des dites hautes élites qui ont été aux commandes. Voilà. D'abord, je vous souhaite, vous êtes mon frère jumeau, vous avez dit. C'est quand même sympa. Merci. Je gagnerai à vous connaître, certainement. En tout cas, je vous souhaite déjà un bon résultat pour votre cancer. Et pour le reste de la fraternité, je rappelle que c'est le 3e mot de la devise française. Il y aurait beaucoup à dire parce qu'elle est en régression dans le monde. Moi, ça fait depuis une dizaine d'années que j'essaie d'expliquer et de dire que les fameux dividendes de la paix dont on nous parlait après la fin de l'Union soviétique étaient une faute politique terrible, que se surarmer de plus en plus des pays totalitaires. Regardez ce qu'est la Corée du Nord. Est-ce que vous avez envie de vivre en Corée du Nord? Bon. La Chine. Qui a envie de vivre en Chine avec le contrôle social à 100%? Bon. L'Iran. Parler à mes camarades kurdes iraniennes, vivre en Iran. La Turquie. Nettoyage ethnique des Kurdes. Enfin, on pourrait continuer la litanie. Aujourd'hui, politiquement, ce qui nous menace, dans les temps très rapprochés, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années. C'est une ligne de partage très claire entre, d'un côté, les démocraties, et de l'autre, tout ce qui n'est pas démocratique, et à des degrés divers, autoritaires, dictatorial ou totalitaire. Du côté des démocraties, il y a en gros l'Occident, on peut rajouter le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, pas grand-chose d'autre. Et de l'autre côté, il y a tout le reste. Et ce tout le reste se réarme à un point que vous n'imaginez pas. La programmation des porte-avions chinois, indiens et tout, c'est colossal. Et nous désarmons sans arrêt. Il n'y a que la France en Europe qui essaie de ralentir un peu, mais c'est largement insuffisant. Et il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où de tels arsenaux ne finissent pas par servir. Si nous ne voulons pas être les victimes de ces gens qui se considèrent comme des carnivores et nous comme des herbivores, parce que ça, c'est les rapports de force de l'histoire, qui est un vaste bain de sang, et c'est comme ça, si nous ne nous réarmons pas, nous en subirons les conséquences. Et il nous faut redevenir des proies si difficiles à digérer que personne ne viendra fermer la parenthèse de paix que nous avons connue. Et si nous ne le faisons pas, franchement, vous avez lu L'étrange défaite de Marc Bloch? On en reparle beaucoup en ce moment, depuis que Macron veut le panthéoniser. Eh bien, nous sommes, si vous relisez... Moi, j'ai relu L'étrange défaite de Marc Bloch il y a 2 ou 3 ans. Quand je l'avais lu il y a très longtemps, en fait, j'avais rien compris, parce que la situation que nous vivons n'était pas celle-ci. En le relisant il y a 2-3 ans, waouh, faillite morale des élites, consumérisme complet, plus de foi en n'importe quoi, et refus, déni de voir, c'était le cas à l'époque en Europe, la montée en puissance des totalitarismes de l'époque. Je parle de l'Allemagne. Donc, la fraternité, mon vieux, est très menacée. Ce qui veut dire qu'il faut la défendre encore plus. Comment ? Alors, c'est un débat qu'en démocratie, on peut avoir. Je peux vous assurer que la question que vous venez de poser, dans beaucoup de pays, il y aurait 2 policiers en ce moment qui arriveraient et vous emmèneraient. Si je peux me permettre. Merci. Vous savez, voilà, Boualem Sansal, quand il a commencé à critiquer l'Algérie, ben voilà où il est. Donc, juste merci pour vos applaudissements, parce que franchement, ayant passé l'essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne et dans des pays qui connaissent des tragédies, je considère que nous avons la chance d'habiter encore dans la part protégée du monde et que ces défauts sont réels, doivent être améliorés, mais doivent empêcher la litanie des plaintes que l'on entend sans arrêt, parce que franchement, dans ce pays, on n'a pas à se plaindre. Voilà. Merci. Il y a une question là-bas. 1, 2, 1. Bonjour. Comment nourrissez-vous votre vie intérieure? Ah, pardon, j'ai pas entendu. Comment nourrissez-vous votre vie intérieure? Comment je nourris ma vie intérieure? Alors, d'une manière, c'est très gentil, mais en fait, les choses qui me sont sacrées, c'est ce qui nourrit ma vie tout court et ma vie intérieure. J'essaie de passer le maximum de temps avec les gens que j'aime, famille, amis. Dieu, qu'une soirée entre véritables amis, c'est génial, plutôt que de regarder sur son canapé en bouffant des cacahuètes une série Netflix. Franchement. Et ça nourrit par les échanges des choses extraordinaires. Ensuite,
je me nourris en fait de faire tout ce que je peux pour défendre les choses qui me sont sacrées. Là, je repars en Arménie le 18 décembre. Depuis 1 an, les Arméniens, ce que j'ai vu dans le Haut-Karabakh, nettoyage ethnique, etc., m'ont engagé à faire ce que je peux pour les défendre. Au moins écrire sur eux un prochain livre. Je pars là le 18, waouh, je nourris ma vie intérieure de ce que je vais faire. De passer le Noël, je vais passer le réveillon de Noël avec une communauté arménienne catholique à Gyumri, dans la 2e ville d'Arménie. Ça me nourrit. Pour moi, la vie devient intense et elle est faite de ce que je veux qu'elle soit faite. Et ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'appelle avec Andrea, maintenant on a trouvé un terme fabuleux, dans la bureaucratisation obligatoire de nos vies. Vous savez, devant des écrans en permanence, il faudra retenir 150 codes, je ne sais pas quoi. C'est vrai, on bureaucratise nos vies et je passe une grande partie de mon temps à faire ce qu'on dit, à dépolluer. Quand j'ouvre mon ordinateur et que je dois aller remplir une fiche, une case, tout ce bordel, je dis bon, Andrea, je dépollue. Je dépollue et dès que j'ai dépollué, je vais passer aux choses sérieuses, ma vie intérieure, la nôtre, on va discuter, etc. et échanger. Voilà. Ouais. Monsieur. La vie intérieure se nourrit finalement de ce en quoi on croit, en écartant tout ce qui peut nous interférer avec cela. Le divertissement généralisé, par exemple. Voilà. Bonjour. Excusez-moi. Un peu plus léger comme question. En début de propos, vous avez parlé d'Amérique du Sud, de choix, de liberté, de doute et de peur. Que pourriez-vous dire ou écrire à des parents d'un jeune qui est parti tout seul en sac à dos, traverser l'Amérique latine et qui sont dans le doute, dans la peur, qui assistent finalement en spectateur à l'aventure et qui ne la vivent pas? Je précise que cette question n'est pas totalement désintéressée. Je sais pas où vous êtes, par là-bas. Ah, vous êtes le jeune qui est parti et tout ça? Non. Le père. Moi, vous savez, la question que j'ai pas osé poser à ma mère quand je suis rentré de ma fugue, j'ai pas osé lui poser la question, maman, est-ce que tu as été inquiète? Évidemment, pas de nouvelles, le fils qui disparaît. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Si votre fils a fait ça, moi j'ai fait ça, alors je ne peux pas. Laissez-le faire. Comment? Bon, mais encouragez-le même. Ne rompez pas les liens. Écoutez, il a choisi de faire ça parce que ça doit être sa vie. Il a envie. Il a peut-être... Quel âge a-t-il? 24. Il a soif du monde. Il a soif de voir, de comprendre, d'être exalté, de ne pas être dans un bureau peut-être, j'en sais rien. Laissez-le vivre. Il court beaucoup moins de risques, à mes yeux, là-bas, à vivre la vie qu'il a voulu, qu'à rester ici comme une fleur que l'on n'arrose pas et qui va se faner. À regarder une série Netflix. Par exemple. Merci. C'était une super question, une super réponse pour finir. On est malheureusement obligé. On a dépassé le temps depuis 7 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé, je n'ai pas vu passer le temps, mais merci à vous. Ça veut dire que c'était passionnant. Merci à vous. Merci. Merci.